Une nouvelle de Clifford D. Simak. Dernier acte. Elle l'attendait sur la véranda, quand il tourna dans l'allée en ciment. Lorsqu'il se gara un peu plus haut, il était certain qu'elle savait, elle aussi. Elle revenait du jardin avec une brassée de fleurs et elle lui souriait un petit peu trop gravement. Il prit soin de fermer la voiture, empocha les clés, puis se morigéna une fois de plus. « Reste terre à terre, mon vieux. Ça se passe mieux maintenant. » Et c'était vrai, songeait-il. Ça se passait beaucoup mieux qu'autrefois. On avait un peu de temps devant soi. Il n'était pas le premier. Il ne serait pas le dernier. Et c'était dur pour certains, ça l'était moins pour d'autres, qui avaient pu se préparer. Un jour, ça deviendrait un rituel si beau, si digne, que chacun l'attendrait avec impatience. Oui, c'était plus civilisé, et un siècle suffirait sans doute à ce que tout le monde l'admette. Le seul défaut, pour l'heure, restait la nouveauté de la chose. De fait, tout au long de l'histoire humaine, ça s'était passé différemment. Il faudrait donc un délai pour s'y habituer. Il sortit de la voiture, remonta l'allée jusqu'à sa femme et s'inclina pour échanger avec elle un baiser un tout petit peu plus long que d'ordinaire. Et un tout petit peu plus tendre aussi. En l'embrassant, il capta le parfum des fleurs d'été qu'elle transportait et trouva approprié de sentir une odeur du jardin qu'ils adoraient tous les deux. « T'es au courant ?» dit-il. Elle acquiesça. « Depuis peu, je savais que tu rentrerais tout de suite, alors je suis sorti cueillir des fleurs. Les enfants vont venir, j'imagine. Bien sûr, ils seront bientôt là. » Il consulta sa montre, plus par habitude que par besoin réel de savoir l'heure. « Ils ont le temps, tout le temps d'arriver. J'espère qu'ils amènent les mioches ?»« Bien sûr que oui. Je m'apprêtais à les appeler et puis je me suis rendu compte que c'était ridicule. » Il hocha la tête. « On est de la vieille école, Florence. Ça nous reste difficile d'accepter une chose pareille, de savoir que les enfants seront au courant et qu'ils viendront aussitôt. On n'a toujours pas l'habitude d'une telle certitude. » Elle lui tapota le bras. « La famille sera réunie, on aura le temps de causer. Ce sera une belle visite. » « Mais oui. » Il lui ouvrit la porte et elle entra. « Quelles jolies fleurs !» dit-il. « Cette année, elles le sont plus encore que d'ordinaire. » « Le vase, c'est celui que tu as reçu pour ton anniversaire, le bleu et or. Elles iront à merveille là-dedans. » « Sur la table de la salle à manger, oui. » Elle partit chercher le vase et resta au salon. Cette pièce faisait partie de lui, et il faisait partie de cette pièce. Il la connaissait sous toutes ses coutures, et elle le lui rendait bien. Cette pièce était son amie, car il avait passé des années à cultiver son amitié. Il y avait bercé les enfants, en la parcourant de long en large, lorsqu'ils étaient bébés. Les nuits où le sommeil les fuyait à cause des dents qui poussaient, d'une bronchite ou d'une colique. Les nuits où c'était la seule pièce éclairée de toute la rue. Sa famille y avait passé des moments sans fin de bonheur et de paix, et cette paix, c'était merveilleux. Car il se rappelait le temps où la paix ne régnait nulle part dans le monde, où on ne pouvait ni l'envisager ni l'espérer, où c'était la terreur qui dominait, omniprésente, implacable. Une terreur due à la menace de la guerre, une terreur si banale qu'on n'y prêtait plus attention, qu'elle faisait partie de la vie. Et soudain la terreur avait disparu, car on ne pouvait faire la guerre quand l'ennemi voyait ce qui allait se passer dans les 24 heures à venir. On ne pouvait ni faire la guerre, ni disputer une rencontre de baseball, ni jouer à un jeu quelconque, ni voler, ni tricher, ni assassiner, ni non plus rafler la mise à la bourse. Il y avait ainsi bien des choses qu'on ne pouvait plus faire, et souvent le plaisir s'en ressentait puisque la surprise et l'attente avaient disparu. Il fallait s'habituer, s'adapter, mais au moins
on était en sécurité. Car il ne pouvait y avoir de guerre, aujourd'hui, demain et à jamais. Et non seulement on était en sécurité, mais on savait que ses enfants l'étaient, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants. Et on se disposait volontiers à payer n'importe quel prix pour une assurance aussi totale. C'était mieux comme ça, se dit-il, debout dans cette pièce amicale. Beaucoup mieux comme ça, même si parfois c'est dur. Il traversa le salon, passa sur la véranda et resta sur les marches pour admirer les fleurs. Florence avait raison, elles étaient plus jolies cette année que jamais auparavant. Il tenta de se rappeler une année où elles auraient pu lui paraître plus jolies, mais n'en vit aucune avec certitude. Peut-être l'automne où John Junior était bébé, car cette année-là, les astères et les chrysanthèmes avaient brillé de tout leur feu. Mais il se montrait injuste, songea-t-il, car on était en été et non en automne. On ne pouvait pas comparer fleurs d'été et fleurs d'automne, ou l'année de la maladie de Mary. Les lilas étaient d'un violet si soutenu, ils sentaient si bon. Il se rappelait en avoir rapporté d'énormes bouquets chaque soir parce qu'elle les aimait tant. Et là encore, la comparaison ne tenait pas, les lilas fleurissaient au printemps. Une voisine passa sur le trottoir, devant la clôture, et lui lança gravement « Bonjour, Madame Abrams. »« Bonjour, Monsieur Williams. » répondit-elle avant de poursuivre son chemin, comme toujours hormis lorsqu'elle s'arrêtait et qu'il discutait des fleurs. Mais aujourd'hui, elle s'arrêterait juste s'il lui laissait entendre qu'il le désirait. Autrement, elle aurait l'impression de le déranger. Ça s'était passé de la même manière au bureau. Il avait rangé son travail en cours d'une main sûre, aussi sûre qu'il l'avait pu. Il était allé au porte-manteau, il avait décroché son chapeau et personne ne lui avait adressé la parole. Personne ne lui avait reproché, pour rire, de rentrer si tôt, car tout le monde avait deviné ou savait. On avait du mal à établir la distinction. La capacité de prévision variait d'un individu à l'autre, même si le retard chez les moins doués ne dépassait jamais le quart d'heure. Il avait souvent regretté d'ignorer la façon dont ce pouvoir avait surgi, mais certains des facteurs pertinents lui échappaient. Il connaissait l'histoire bien sûr, parce qu'il se rappelait le grand soir, l'excitation et la consternation générale. Mais savoir le comment, et même le pourquoi, ce n'était pas comprendre. Il s'agissait d'un atout, d'un geste désespéré utilisé en tout dernier ressort. Le pays possédait depuis longtemps les transmetteurs aptes à fonctionner et personne ne posait de questions. On croyait qu'il faisait partie du réseau des radars et en pareil cas, moins on en parlait, mieux ça valait. Nul ne tenait à se servir des transmetteurs. Telle avait du moins été l'explication officielle après qu'on s'en était servi. Mais tout valait mieux qu'une autre guerre. Et le moment fatidique avait fini par arriver, cet acte de désespoir, cet ultime recours. Et on avait pressé les boutons pour recouvrir le pays entier d'un manteau de radiation qui modifiait le cerveau, qui stimulait des capacités latentes selon la meilleure explication qu'on ait reçue. Et chacun, tout à coup, s'était retrouvé capable de voir 24 heures dans le futur. Il s'était ensuivi un sacré chambard durant un bon bout de temps, mais ça s'était tassé, chacun s'en était accommodé, s'était adapté, avait appris à vivre avec cet étrange pouvoir. Le président était passé à la télévision pour dire au monde entier ce qui était arrivé et prévenir les ennemis potentiels, que nous saurions 24 heures à l'avance ce qu'ils entreprendraient. Par conséquent, il n'avait rien fait à part revenir sur des préparatifs compromettants. Pour certains, le président avait d'ailleurs annoncé sur lesquels il reviendrait, et quand et où, et par quel biais. Selon lui, le procédé n'avait rien de secret et les pays qui le souhaitaient se le verraient expliquer. Mais peu importait, puisque les radiations, avec le temps, se répandraient sur toute la planète, affectant tous ses habitants.
Il s'agissait d'un changement irréversible car le pouvoir transmissible passerait de génération en génération, si bien que l'espèce humaine ne redeviendrait jamais aveugle. Ainsi donc, la paix s'était instaurée. Il avait fallu en payer le prix. Un prix peut-être raisonnable, se dit Williams. Apparemment, il aimait le baseball, et on n'y jouait plus, car disputer une rencontre dont chacun connaîtrait le résultat un jour à l'avance aurait été vain. Il aimait aussi inviter ses potes de temps à autre pour une partie de poker, et jouer au poker était désormais aussi inutile et impossible que jouer au baseball, au football ou aux courses. Il y avait bien eu d'autres évolutions, certaines délicates, comme pour les journaux et les bulletins d'information à la radio et à la télévision. La politique avait ainsi changé plutôt en bien. Le jeu et le crime avaient à peu près disparu. En gros, c'était pour le mieux. Même si parfois ça passait mal au début et qu'il fallait du temps pour s'y habituer. Sa situation actuelle, par exemple. Oh, c'était beaucoup plus civilisé, seulement ça restait dur à avaler. Surtout pour Florence et les enfants, contraints d'adopter une attitude aussi étrange qu'inédite. À la longue, ça deviendrait une tradition bien ancrée, mais pour l'heure, c'était seulement étrange et inédit. Florence, ceci dit, tenait drôlement bien le coup. Ils en avaient souvent parlé, surtout ces dernières années, et ils étaient tombés d'accord. Quel que soit celui des deux qui se trouverait concerné, le calme et la dignité prévaudraient, car c'était la seule manière d'y faire face. Une concession à la paix générale, même si, là encore, on avait parfois du mal à s'en accommoder. Bien sûr, il y avait des compensations. Florence et lui auraient une longue discussion avant l'arrivée des enfants pour mettre au point les détails. Les finances, l'assurance, ce genre de choses. À l'ancienne manière, il n'en aurait jamais eu l'occasion. Et il pourrait faire toutes les petites choses, tous les gestes sentimentaux que seule la capacité de prévision allait leur permettre. Puis on causerait avec les enfants, les voisins apporteraient des petits plats et la bande du bureau enverrait un énorme bouquet de fleurs, des fleurs que, dans d'autres circonstances, ils n'auraient jamais vues. Le pasteur passerait avec des mots de réconfort, tout en donnant l'impression de rendre une simple visite de bon voisinage. Le courrier du matin livrerait des cartes et des mots exprimant l'amitié de ceux qui voulaient lui faire savoir qu'ils pensaient à lui et qu'ils auraient aimé être là s'ils avaient pu. Mais aucun de ces gens ne viendrait les déranger car le temps qui restait était réservé aux proches. On discuterait en famille, on se rappellerait les jours heureux, le chien d'Eddie, la fugue de John qui avait bien duré 2 heures, le tout premier encart de Mary et la robe qu'elle portait alors. On sortirait les albums et on regarderait les photos. On se souviendrait du passé doux amer et on saurait que la vie avait été bonne. Lui, surtout, le saurait. Et tout du long, la maison résonnerait des jeux des mioches qui grimperaient sur les genoux de leur papy pour réclamer une histoire. Oui, ce serait très civilisé. Cela leur donnerait à tous l'occasion de prouver qu'ils étaient civilisés. Il lui fallait rentrer maintenant, car il entendait Florence couper les tiges de fleurs pour les disposer dans son vase d'anniversaire bleu et or. Ils avaient tant à se dire, même au bout de 40 ans, ils avaient encore tant à se dire. Il se retourna pour contempler le jardin, les plus jolies fleurs qu'ils aient jamais fait pousser. Au petit matin, quand elles resplendiraient, sous la rosée de tout l'éclat de leur beauté, il irait leur dire adieu. Dernier acte est une nouvelle de Clifford D. Simak,
extrait du recueil Frères lointains, publié aux éditions Le Bélial. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.